Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions et de la pop culture. Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd. On va parler de The Wire, la série considérée par beaucoup comme la série ultime. C'est maintenant, c'est parti, c'est Dans La Légende. Et pour parler de ce monument qu'est The Wire, j'ai avec moi un plateau composé de gens formidables, à commencer par Marie-Hélène Baquier. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes professeure et également sociologue et aussi vous avez participé à l'écriture de ce livre qu'on voit ici. Excellent livre que je recommande à tous. Nous avons avec nous Julien Bouaziz, qui est un passionné de The Wire et de pop culture en général. En effet. Voilà, bienvenue. Merci. Je suis très ravi de vous avoir avec nous. Ravi également. C'est super. Et Abdallah Bouadri, qui est journaliste. Souadri, Ouais, excuse-moi. Pas de problème. J'étais perturbé par Julien. Je Excuse-moi. perturbe beaucoup. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Avant toute chose, j'aimerais qu'on commence par le début. C'est-à-dire, qu'est-ce que The Wire ? The Wire, c'est, s'il faut résumer en une phrase, c'est des policiers qui luttent contre des vendeurs de drogue. C'est ça. Mais ça va bien au-delà de ça, puisque Barack Obama s'est exprimé sur la série The Wire, et voici ce qu'il en dit. At the front end, I got to tell you, I'm a huge fan of The Wire. I think it's one of the greatest, not just television shows, but pieces of art in the last couple of decades. I was a huge fan of it. Voilà, superbe introduction pour déjà planter un petit peu le décor. Alors, Marie-Hélène, j'aimerais que vous nous donniez, vous, votre définition de ce qu'est The Wire. Alors moi, je dirais que The Wire, c'est une série sur le ghetto américain, à partir du cas de Baltimore. Et donc, qui a comme spécificité qu'elle elle montre plus que le ghetto, elle montre l'ensemble de la ville de Baltimore. Et donc, elle explique pourquoi le ghetto existe et pourquoi il est ce qu'il est. Donc, finalement, c'est une dénonciation des inégalités raciales et sociales aux États-Unis. Voilà, alors là, voilà, on est directement dedans. C'est plus qu'une série, c'est une photographie d'une certaine Amérique. J'ai envie de dire, même, c'est une tragédie composée de plein de choses, mais notamment avec un capitalisme qui broie tout sur son passage. Et la particularité de The Wire, c'est aussi qu'on voit cet aspect de la lutte contre la drogue, mais évidemment tout le reste, de la part de plusieurs intervenants. C'est-à-dire, on n'est pas de l'extérieur, mais on est de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va voir le point de vue de la police, le point de vue des dealers, le point de vue politique, et après tout ce qui est même le système éducatif, et tout ce qui compose, en fait, la vie de la cité de Baltimore. Abdallah, c'est quoi, toi, ta définition de The Wire ? Obama a dit une chose très intéressante, c'est presque une œuvre d'art. Et moi, je la vois un peu comme ça. Parce qu'une œuvre d'art, en fait, quand on se retrouve dans un musée devant un tableau, on n'a pas forcément la même vision de l'œuvre. Toi, Sébastien, tu vas la voir d'une certaine manière, Julien aussi, Marie-Hélène d'une autre manière et moi aussi. Et je pense qu'avec The Wire, c'est comme ça, on peut la regarder comme une série policière un peu classique, où on suit des enquêtes chaque saison. Où on peut aussi la suivre comme une photographie de Baltimore, voire même de l'Amérique en général. Donc moi, c'est plutôt comme ça que je vois The Wire, comme une œuvre d'art qu'on peut interpréter de différentes manières selon la manière dont on regarde la série. Ouais. D'accord. T'es d'accord avec ça, Julien ? Ouais, je suis absolument d'accord. Ouais. Pour moi, c'est le niveau au-dessus de la série. C'est-à-dire qu'il y a les séries et puis il y a The Wire. The Wire, je trouve que c'est un bijou d'écriture. Chaque épisode a vraiment quelque chose en particulier. C'est pas blanc ou noir. Chaque personnage est plutôt gris. Et elle ne se repose pas sur des ressorts, par exemple, le cliffhanger de la fin d'épisode où tu as envie de voir celui d'après. Non, tu as envie de le voir parce que c'est bien, parce que c'est passionnant, parce que en plus, les comédiens sont géniaux. Non, moi, je rebondis sur quelque chose, sur l'écriture et notamment sur le cliffhanger qui est vraiment essentiel aujourd'hui dans les séries modernes où il faut absolument un truc déterminant à savoir pour le prochain épisode. C'est pas du tout le cas dans The Wire. Et on rappelle, c'est une série HBO. Donc c'est Oz, c'est Soprano, c'est un rythme assez lent.
il faut le dire, il faut prévenir pour les gens qui ne connaissent pas du tout The Wire, c'est quelque chose de surprenant. C'est pas une série d'action, comme Les Sopranos par exemple, n'est pas non plus une série d'action. C'est vraiment, on a l'impression d'être spectateur de la société, en fait. Je pense que c'est aussi dû au fait que le réalisateur, c'est à la base, enfin le créateur de The Wire, c'est pas seulement le créateur de The Wire, avant toute chose, c'est un journaliste. Marie-Hélène, c'est aussi ça qui fait... Oui, David Simon a été longtemps journaliste au Baltimore Sun, donc qui est le journal de Baltimore. Et il n'a pas fait la série tout seul, il l'a fait avec Ed Burns, qui est un ancien flic. Donc il l'avait connu pendant son travail de Baltimore, voilà, dans son travail de journaliste. Il fait par ailleurs appel à des scénaristes qui sont des scénaristes très connus, qui sont des écrivains comme Dennis Lehane, qui ont écrit de très très beaux polars, enfin qui sont de Shutter Island, voilà, d'excellents écrivains. Et puis il a aussi tourné sa série avec des gens qui vivent Baltimore, qui vivent dans le quartier. Et donc il y a un rapport avec la réalité qui est très fort. Donc c'est ancré dans la réalité. Et puis il ne faut pas l'oublier, il s'est aussi beaucoup servi d'ouvrages sociologiques, en particulier du travail d'un sociologue américain qui s'appelle William Julius Wilson, qui a travaillé longtemps sur le ghetto noir, qui a écrit plusieurs ouvrages sur le ghetto. Et David Simon s'est beaucoup inspiré de ses travaux. Et à l'inverse, d'ailleurs, Wilson utilise la série de David Simon dans ses cours à l'université d'Harvard, ce qui est quand même assez exceptionnel. Ce qui est fou aujourd'hui, c'est-à-dire que David Simon s'est inspiré de travaux et aujourd'hui les travaux reprennent le travail de David Simon. Ouais. On le rappelle pour ceux qui l'ignorent encore, c'est que Baltimore, c'est une des villes les plus dangereuses des États-Unis avec un taux de criminalité très très élevé déjà à l'époque et il me semble que ça s'est encore détérioré avec des gros problèmes d'inégalité sociale, hein, il faut le dire, et même raciale parfois. Et là où le travail de David Simon est intéressant, d'ailleurs je vais vous montrer un de ses ouvrages, Baltimore, tout simplement, c'est que il n'a pas commencé par The Wire. C'est-à-dire que David Simon, il commence par autre chose avant de faire The Wire. Il commence par quoi? Par The Corner. Donc c'est une mini-série, il me semble, en 6 épisodes. On suit le quotidien d'un jeune dealer qui va dans un corner, donc c'est un coin de vente dans le ghetto. C'est assez tragique. Et en fait, on va dire, c'est le travail préliminaire qui a amené ensuite à The Wire. C'est grâce à, pour moi c'est comme ça que je le vois en tout cas, c'est grâce à ce travail-là ensuite qu'il a pu ensuite développer The Wire. Il y avait les premières bases, de la série dont on parle aujourd'hui. Et c'est comme The Wire, c'est quelque chose d'assez froid, d'assez lent, d'assez réaliste. C'est vraiment un truc qui revient quand on parle de la série, c'est l'aspect réaliste. Il y en a qui parlent même de The Wire comme un documentaire. Et je pense que The Corner, c'est un peu le travail préparatoire au documentaire que The Wire. Oui, c'est vraiment une introduction The Corner à The Wire. Et tu fais une parfaite transition. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, et on a un élément de réponse quand même assez important, on peut considérer The Wire dans l'entre-deux, entre la série et le documentaire? Est-ce que c'est permis de faire ça aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est pas par hasard que The Wire est utilisé dans des cours de sociologie. Alors, bien sûr, ça n'est pas un documentaire. Il y a de la fiction, notamment dans la dernière saison. Voilà, on voit bien qu'il y a une part importante de fiction, mais c'est appuyé sur tout un travail très réaliste. Quand, par exemple, il nous amène sur le port et qu'on voit... Dans la saison 2, sur les docks. Voilà, on voit la fin du travail, on voit le chômage. Et donc, on comprend comment le ghetto s'est constitué. Et de ce point de vue-là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est dans le ghetto, mais on n'est pas que dans le ghetto, c'est-à-dire tout ce qu'on voit, c'est toujours relié avec ce qui se passe en dehors du ghetto. Donc, ce qui se passe dans le monde politique, eh bien, on voit que c'est dans le ghetto, mais c'est aussi au niveau de la ville. On voit les ficelles qui sont tirées. On voit les ficelles, voilà. Ouais. Et donc, ça permet de comprendre la situation, pourquoi on est dans cette situation d'inégalité sociale et raciale structurelle. Et toi, Julien, quand tu vois The Wire, tu dis que tu regardes une série, mais tu vois aussi la réalité à travers ça? Ouais, je pense que c'est très finement joué en fait de la part de David Simon. C'est-à-dire que effectivement, ça n'a rien d'un documentaire, mais c'est une série qui est infiniment bien documentée. Effectivement, on va s'intéresser. Il y a évidemment aucun spoil, mais The Corner, c'est effectivement une préquelle et on est au microscope
sur cette ville de Baltimore, sur un tout petit endroit. Et puis, à la première saison, on va s'intéresser à un premier sujet, les tours et le deal, etc. La deuxième saison, on va s'intéresser aux docks de la ville. Et on va quand même pas perdre de vue les tours. La troisième saison, on va s'intéresser au système éducatif. La quatrième, à la politique, etc. Et ce qui fait que quand on termine l'ensemble des 5 saisons, on a eu un tableau absolument divin de l'ensemble. Et puis hyper précis, quoi. On s'est intéressé à plein de sujets à la fois. Il y a évidemment beaucoup de fiction aussi. Mais heureusement qu'il y a de la fiction, j'ai envie de dire, parce que sinon, ça serait un documentaire pur. Mais c'est vrai qu'on qualifie très souvent The Wire de série réaliste. Alors, c'est un petit peu compliqué de savoir ce qu'est le réalisme dans une série, parce que ça pourrait être quelque chose où on relate des faits qui sont vrais, qui sont précis, mais en ayant tout autour une certaine fiction. Là, on a vraiment l'impression que voilà, il y a eu un travail, et le travail journalistique, je pense, de David Simon est extrêmement important. Mais je me demande comment ça a été perçu par les habitants de Baltimore, outre ceux qui vivent au travers de la série et qui jouent dans la série. Alors, par les élus de Baltimore, par les élites de Baltimore, ça a été très mal perçu. Parce qu'ils ont reproché à David Simon de donner une image très négative, alors qu'ils sont dans une espèce de reconquête de la ville, notamment par son port, mais une reconquête qui laisse complètement de côté les quartiers les plus paupérisés. Ça n'a pas été très bien perçu non plus par des militants qui travaillent dans le mouvement communautaire, parce que c'est quelque chose qui est un peu vide dans la série. C'est-à-dire qu'on a, comme David Simon donne une image très, très noire, il laisse de côté quand même toutes les formes d'organisation collective qui existent dans le ghetto et qui sont importantes. Et on pourrait presque dire qu'il y a eu une 6e saison qui s'est rejouée dans la réalité au moment des révoltes de Baltimore, où là, on a vu descendre dans la rue les collectifs, on a vu se créer tout un mouvement contre les violences raciales. Et là, voilà, on a vu qu'il existait aussi quand même une structure sociale associative, communautaire, qu'on ne voit pas dans la série. Donc, oui, qui est un petit peu mise de côté, voilà, justement. Ouais. Alors après, il y a un universitaire qui a montré la série, mais à des gens du Bronx, des jeunes du Bronx qui ont dit que oui, cette série, elle renvoyait à la réalité. D'ailleurs, que du coup, elle les intéressait pas beaucoup, parce que c'est ce qu'ils vivaient. C'est ce qu'ils vivent tous les jours, oui. Et on parlait de réalisme là sur ces points-là, mais aussi dans les personnages, c'est ce qui est fort aussi. Et notamment, il y a donc un personnage qui est emblématique de The Wire, de par sa particularité global, c'est Omar. Ouais. Et voilà ce que David Simon nous dit sur Omar et sur le vrai Omar. The guy who was the model for the character Omar in The Wire was a real guy named Donnie Anders. I never thought I'd be saying his name in the White House, but he's a guy who lived the life on the street. Yeah. He spent years robbing drug dealers. He lived hard. Yeah. And he eventually caught a 17-year bit, and he deserved it, but he did everything that the prosecutors wanted him to do, and he came out 17 years later, and all he wanted to do was give back to West Baltimore. He had taken so much, and he'd been in for 17 years. He just wanted to address himself to the disaster. Yeah. And on paper, that man he's an extraordinary man. He was one of the most amazing people I met in my life. On paper, he was a convicted felon and a convicted murderer. Donc voilà, c'est super intéressant de voir le vrai destin de Omar, qui est celui qui a servi de modèle en tout cas à Omar. Mais c'est pas le seul, parce qu'il a repris, David Simon a repris même dedans des vrais gangsters en fait repentis. Tu peux nous en parler peut-être, Abdallah? Justement sur le personnage qui a inspiré Omar, il apparaît dans la série. Il me semble que c'est dans la saison 4 quand Omar est en prison. Et il est un peu en galère, il a 2 gardes du corps, deux gros gaillards. Et l'un de ces 2 gaillards, justement, c'est c'est l'homme qui a inspiré le personnage d'Omar. Et c'est vrai que dans la série, il y a plein de personnages, que ce soit des flics ou des gangsters, qui sont inspirés de personnes qui ont vraiment existé, voire qui existent vraiment, genre Jay Lensman. C'est pas lui qui joue son rôle, mais c'est un vrai flic de Baltimore. Et il apparaît dans la série à un moment, il joue un petit îlotier. Et ils aiment bien faire des petits caméos. Des petits Même caméos. David Simon qui joue un journaliste à un moment dans un petit caméo. On resitue, on va reparler des personnages évidemment en détail, mais Omar, c'est un petit peu le personnage peut-être le plus emblématique de la série. C'est-à-dire que c'est un gangster qui s'en prend et qui commet des crimes qu'à l'encontre
d'autres gangsters, des dealers en l'occurrence. Et il a la particularité, c'est que Omar est homosexuel. Donc, ce qui a causé plein d'interrogations et plein de fascination également, de voir un gangster être homosexuel, comme si c'était complètement antinomique à la base. Et en plus, il jure jamais. Hein. Voilà, il jure jamais, il est très poli et c'est quelqu'un de très fidèle également. Bref, on va en parler tout à l'heure en détail, mais c'était important de recontextualiser qui était Omar. Maintenant, tu as commencé à l'amorcer tout à l'heure, c'est le fait que chaque saison de The Wire est complètement différente en fait. On a la première saison qui se centre vraiment sur le deal et toute l'entreprise illégale qu'est le deal, comment les policiers luttent contre ça. On a la deuxième saison sur les docs, on a après porté sur la politique, sur l'éducation. Quand on regarde pour la première fois The Wire, est-ce qu'on n'est pas un petit peu perdu justement ? Je pense que c'est suffisamment bien amené pour ne pas perdre les gens. Il y a quelque chose qui est certain, c'est qu'avec The Wire, contrairement à plein d'autres séries, on ne peut pas vraiment faire autre chose en même temps. Je pense que de temps en temps, on rentre le soir, on a envie de mater une série, on regarde un peu son téléphone, machin. C'est très facile. Je pense que 90% des séries, elles se suivent un petit peu comme ça. The Wire, il y a plein de gens qui ont du mal à s'y mettre parce qu'ils ne veulent pas vraiment se concentrer et mettre 100% de leur cerveau à l'écoute de cette série. C'est dommage, il y a un jeu de mots à l'écoute. Mais j'ai oublié de préciser, tu es comique aussi. Je suis très très drôle, je suis infiniment drôle. Et donc voilà, et c'est une série qui du coup, effectivement, peut-être perd au début parce qu'elle a besoin de notre attention réelle. En revanche, une fois qu'on est rentré dedans, c'est très 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 difficile d'en sortir. C'est magnifique. Merci. Marie-Hélène, vous, les 5 saisons différentes les unes des autres qui constituent, on va dire, les chapitres d'un même livre, c'était essentiel pour faire l'œuvre qu'est The Wire ? Oui, parce qu'on voit de 5 points de vue pourquoi le ghetto existe, comment il se constitue, comment on y vit. Je parlais tout à l'heure du port, mais la question scolaire, par exemple, est très importante. L'inégalité scolaire aux États-Unis est flagrante. Surtout que, je me permets, surtout que les écoles sont financées, je crois, par la taxe foncière, il me semble, aux États-Unis, ce qui est très problématique, puisque plus l'endroit va être pauvre, moins l'éducation va être portée. Donc non seulement on a une population très pauvre qui est concentrée dans certaines écoles, mais en plus c'est des écoles qui n'ont pas de moyens. Et on voit très très bien dans la série, on voit que c'est très très compliqué pour les jeunes de s'en sortir. Sur la politique aussi, ce qui est montré, c'est que on a un maire noir à Baltimore et ça renvoie ça aussi à une série de travaux qui ont été faits. Et finalement, ce maire noir, il revient vers la population qu'il a élue que quand il a des problèmes, et autrement, il la laisse totalement tomber. Et il y a une vision de la politique comme étant simplement un champ de pouvoir, un champ de concurrence, un marché finalement, et rien de plus, qui est une vision assez cynique finalement. La dernière saison aussi sur le trafic de drogue et cette expérience d'Amsterdam est très intéressante parce que elle pose la question au-delà du coup de la série. Alors, qu'est-ce que c'est l'expérience d'Amsterdam ? L'expérience d'Amsterdam, c'est l'idée qu'on va autoriser le trafic de drogue dans un territoire délimité. Et donc, d'une certaine façon, ça amène à le confiner, mais aussi à le contrôler. Et c'est une expérience de légalisation, finalement. Et on voit que ça a des effets, que cette expérience est arrêtée par les pouvoirs publics. D'ailleurs, elle est conduite sans leur accord réel. Et ça pose une série de questions qui nous interrogent aussi en France sur les enjeux de la légalisation, par exemple. Donc on voit que la série, elle a une dimension politique, pas seulement de description, mais une dimension politique aussi sur qu'est-ce qui se transforme. De prescription peut-être même. De prescription, oui. On peut le dire, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe à Baltimore dans The Wire, c'est une photographie aussi de plein de villes américaines. Ouais. C'est-à-dire que ça peut se transposer à énormément de ghettos américains. Et comme vous l'avez très bien précisé, le ghetto n'est pas seulement racial, en l'occurrence, il est également social. Et ce qui s'est passé à Baltimore, par la suite, l'a prouvé. Aujourd'hui, est-ce que The Wire, c'est peut-être un petit peu trop en avance sur son temps, parce qu'on sait qu'à la base, The Wire, en termes d'audience, par exemple, ça n'a pas fonctionné plus que ça, quoi.
Est-ce que c'était une des... C'est une série pour intellectuels, d'une certaine façon. Enfin, diffusée par HBO, qui a un public quand même, qui est un public assez qui est une chaîne payante, on le rappelle. Donc, voilà. Mais c'est quand même une série qui s'est diffusée, qui a eu du succès, par exemple par le rap. Donc les personnages de The Wire sont repris dans un certain nombre de textes. Oui, on va en parler en deuxième partie. Rap, Il y a énormément de... Mais ça a été la deuxième vague de popularité, on va dire, de The Wire, là où il y a vraiment eu un consensus. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était regardé et apprécié par les élites, entre guillemets. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Je ne sais pas s'il y a une réponse à ça. C'est vrai que ça a été une série qui a mis du temps un peu à s'installer dans la culture populaire, dans la pop culture. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi dû à la manière dont, elle a été réalisée. La narration très lente, aussi le fait que chaque saison est une enquête différente qui aborde aussi un point différent de la ville. Et c'est ce que je disais un peu hors antenne, c'est que quand on regarde la première saison, et qu'on l'a fini et qu'on enchaîne directement sur la deuxième, on a un peu de mal à se mettre dedans parce qu'en fait, on sort d'une enquête qui vient de se finir, on est encore un peu à chaud, comme si on venait de finir une course un peu. Et là, on enchaîne directement sur une autre course et on ne comprend pas, on est perdu, c'est pas le même stade, c'est pas la même piste, on fait mais qu'est-ce qui se passe? Et je pense que dans une série classique où on peut enchaîner les saisons comme ça sans problème, The Wire, c'est pas valable en fait. Ce qu'il faut prendre le temps de digérer un peu ce qu'on vient de regarder, de comprendre ce qu'on vient de regarder avant de rentrer dans une nouvelle enquête, comme dans la vie en fait. Avant de commencer un nouveau chapitre, on ferme d'abord le précédent et ensuite on avance. Ouais. Et c'est très intéressant ce que tu me dis parce que ça rebondit parfaitement à ce que je disais juste avant, c'est que la première saison qui est donc centralisée centrée sur le trafic de drogue, sur les dealers, etc., elle ne marche pas en antenne. Elle ne marche pas. Ça commence à marcher avec la deuxième saison, où on est sur les docks. Parce qu'il y a des blancs aussi. Exactement. Mais non, mais on en rigole, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est parce que la première saison, les acteurs sont majoritairement noirs. La deuxième saison, les acteurs sont majoritairement blancs. Mais c'est à ce qu'un philosophe qui s'appelle Jameson a dit que c'était une série post-raciale. Donc, parce qu'effectivement, dans la série, il y a beaucoup d'acteurs noirs. Et ce qui correspond à la réalité. Et c'est rare de les voir comme ça à la télévision aux États-Unis et encore plus en France. Donc effectivement, c'est aussi pourquoi d'ailleurs cette série a attiré un certain nombre de jeunes Français. Non, mais c'est intéressant ça. Et pour revenir sur Baltimore, on a parlé des événements tragiques quand même. Il s'est passé des choses très graves à Baltimore. Et on a eu donc le président américain Trump qui s'est exprimé également sur Baltimore. On va voir tout de suite ce qui a provoqué quand même un certain émoi. This morning, the president attacked another member of Congress on Twitter. This time, it's House Oversight Committee Chairman Elijah Cummings. He wrote this: Cummings' district is a disgusting, rat and rodent-infested mess. If he spent more time in Baltimore, maybe he could help clean up this very dangerous and filthy place. No human being would want to live there. That no human would want to live there. You know who did, Mr. President? I did. From the day I was brought home from the hospital to the day I left for college. And a lot of people I care about still do. There are challenges, no doubt. But people are proud of their community. Alors là, c'est fou quand même, parce que c'est très fort en fait. Ouais. Parce que comment répond le présentateur, comment il s'expose lui-même, c'est très fort et ça répond totalement à ce qui se passe dans The Wire, quoi. C'est un délaissement de la politique, on l'a vu, la politique locale déjà qui est extrêmement intéressée, et la politique plus globale des États-Unis qui laisse à l'abandon la ville de Baltimore. C'est ça aujourd'hui, on peut dire. Est-ce que... Tout à fait, oui. Ce sont des territoires qui sont totalement abandonnés, dans lesquels il n'y a plus de service public. Le seul service public, c'est la police, finalement. Donc, et une police très violente, puisque quand même, il y a le nombre de Noirs qui meurent quasiment tous les jours aux États-Unis par des balles de policiers. C'est une violence très, 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 très forte. Donc, et simplement vivre dans le
ghetto, c'est être en danger. Donc oui, on peut dire qu'il y a un délaissement total et une forme de cynisme qu'on entend très bien dans ce que dit Trump. Toi, quand tu vois Trump qui s'exprime de cette manière sur Baltimore, et quand tu as regardé la série, est-ce que tu avais conscience de tout ça on revient sur le point de vue réaliste, série, etc. Est-ce que ça te fait écho? Je pense que quand tu regardes effectivement The Wire, tu te rends compte à quel point la ville est laissée se gère toute seule en fait. Tu as une économie parallèle qui se forme, chaque personnage a sa manière de sortir du lot, et que ce soit en intégrant les forces de police, que ce soit en dealant, que ce soit en faisant un autre trafic sur les docks, etc. Que ce soit des gens qui misent sur le système éducatif ou sur la politique. Je pense que... et puis, mais en toile de fond, tu as toujours cette impression qu'effectivement, la ville est complètement laissée à l'abandon. Et ce que dit Trump c'est triste, et à la fois, c'est hyper symptomatique, effectivement, du fait que, on s'en lave un petit peu les mains, quoi. Alors, une partie de la ville est laissée à l'abandon, parce qu'à quelques centaines de mètres du ghetto, on a le port de Baltimore avec des grands hôtels. Qui a été réhabilité il y a peu de temps. Oui. Voilà, tout un équipement touristique, et la ville veut faire son image là-dessus. Et on a ce contraste qui est un contraste vraiment très, très violent. J'aimerais, avant qu'on conclue cette première partie, est-ce que pour vous, ce qu'on voit dans The Wire et les problématiques que soulève la série, c'est applicable dans certaines zones en France? Moi, je pense. Enfin, je me refaisais la première saison il y a quelques temps, et il y a un petit bout de scène qui m'a marqué. C'est en fait, il y a le personnage de D'Angelo Barksdale et Wallace. Donc la mère de D'Angelo vient lui donner à manger. Et il dit, wow, c'est trop bien, ça vient de tel endroit. Et Wallace lui dit, mais je ne sais pas où c'est. Il fait, mais tu ne connais pas? Il fait, bah non, si ce n'est pas dans le West Side, je ne connais pas. Et pour avoir fait d'autres métiers avant, dans l'éducation avec des jeunes, et c'est vrai que c'est un discours, enfin, c'est des paroles que j'ai déjà entendues, des jeunes qui habitaient en région parisienne, voire même dans Paris, qui n'avaient jamais vu la Tour Eiffel ou la Seine, se dire que, en fait, c'est à portée de main, de transport, mais qui sont enfermés dans une zone qui fait que... Encore, là, tu parles de Paris, oui. Et de la région parisienne. Alors, j'imagine même pas en province, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des jeunes, des gens qui n'ont jamais vu la capitale, la Seine ou le centre-ville, peut-être d'une grande ville, parce qu'ils sont dans leur ghetto et ils n'en sortent pas. Ouais. D'accord. Je vous remercie, c'est la fin de cette première partie. Merci à tous. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Dans la légende, spéciale The Wire. Et Hype nous a rejoint. C'est pas le mec d'avant qui a muté, c'est bien. Non, voilà, ouais. Julien nous a quittés, tu l'as remplacé. Donc tu es multitâche, mais également manager chez AWA. Ouais, je suis promo manager chez AWA, je travaille un peu chez OKLM, chez Vice, tu connais. Voilà. C'est la vie de freelance. Et pareil. Je connais cette vie. Pareil, je connais cette vie. Et t'es un grand fan de The Wire. Ouais, c'est plus que fan, moi. Très bien, j'ai vécu dans la série, moi. Ah, bah très bien, on va en parler. Alors, puisqu'on va commencer déjà, on l'a quelque peu abordé juste avant, c'est sur le succès tardif de The Wire. On l'a vu qu'aux États-Unis, ça a été très compliqué en termes d'audience, déjà sur la première saison. La deuxième saison, ça allait, mais les audiences globales étaient très faibles. Mais ça a continué pendant 5 saisons parce que HBO n'a pas besoin de faire des audiences puisque c'est une chaîne payante et ils vont au bout des choses. En France, comment arrive la série et comment elle est perçue? Moi, j'ai envie de dire en retard déjà. Ouais. Parce que je m'en souviens à l'époque, il y avait un décalage de peut-être 4-5 mois. Oh, plus que ça même. Même 9 mois, mais je veux dire, à la fin, je me rappelle, le final, j'ai attendu 5 mois pour le voir, du fait qu'en fait, la team qui faisait les sous-titres... Ah là, tu parles de manière illégale, c'est ça? Oui, on va pas se mentir. Non, parce que c'était diffusé de manière légale. Sur Canal Jimmy. Canal Jimmy, ouais. Ça, c'était la première étape. Sûr, mais vraiment, je me rappelle, j'ai mis 5 mois à avoir le dernier épisode. 5 mois, t'imagines? Non, mais quand tu dis sachant ça, qu'aujourd'hui, c'est 5 heures environ. Aussi, et encore, les mecs, ils supportent pas 5 heures, c'est trop. Tu vois ce que je veux dire? On est sur des formats, par exemple, Game of Thrones, tu vois, tu le vois en direct au moment où le monde le voit, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un autre temps. Carrément, moi, les premières sasaisons, je les vois en cassette vidéo. Ah ouais, là, c'est un autre temps. On rappelle The Wire 2002, hein, le début. Ouais. Donc 2002, tu regardais encore des cassettes vidéo? En fait, c'est comme ça qu'on me les avait passées. Et c'est marrant parce que ça rejoint, en fait, pour moi, parce que ceux qui ont fait le buzz de cette série, c'est à la fois les quartiers et les gens d'université. Voilà. Moi, c'est une prof d'université qui est la mère d'un pote à moi qui me passe les cassettes vidéo, en fait.
Donc tu vois, cette Belle espèce de histoire. boucle est bouclée, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est incroyable. Et je m'en rappelle, en fait, j'ai appris l'anglais grâce à The Wire, parce que la saison 2, elle me l'a passé sans sous-titres. Et je suis décédé, en fait. Tu vois. J'ai mis longtemps à comprendre, en fait. Tu Parce qu'on rappelle, à cette époque-là, c'était pas aussi banal de regarder de la VO sous-titrée et encore moins sous-titrée. Et en plus, Non, les Américains, il y en a qui regardaient sous-titrés. Parce qu'il y a des en fait, accents, il y a le un slang de slang, fou. ouais. Donc, ouais, c'est un délire. Et donc, comme Hype le dit, c'est les universités et les gens de quartier qui ont fait le succès en France de The Wire. Oui, d'abord, Vous c'est êtes d'accord arrivé avec ça? assez tard. Je crois que la première diffusion en France, ça doit être en 2008, il me semble, sur une chaîne de... Sur Canal Jimmy, non, je Non. pense que c'était avant. Avant, il me semble. ouais. Ouais, il y a- En tout cas, c'était 2004, très peut-être, confidentiel. Oui. Et effectivement, je suis d'accord, oui, il y a eu deux publics. Et à l'université de Nanterre, on a fait un séminaire et un colloque sur la série. Et on n'avait jamais vu autant de monde. On avait un amphi plein de 200 personnes, avec à la fois des universitaires, des étudiants, mais des rappeurs, des cinéastes, des gens qui venaient des quartiers. Et donc, du coup, ça a créé des débats qui étaient des débats assez passionnants. Donc, il y a effectivement ce double public. C'est vrai que le rap, moi, c'est le rap qui m'a amené Ouais. à The Wire. Plein de phases comme ça. Je pense à Sean Price. Je ne sais plus dans quelle chanson il parle de Omar. Ensuite, même le rap français, Oui, beaucoup. Stringer Bell, etc. etc. Et donc, j'écoutais ces chansons-là. Je me mais en fait, de quoi il parle? Je ne comprenais pas. Je me Et tu sais c'est qui ces quoi gens-là? On a un petit mix justement Ah bah de voilà. des rappeurs français avec The Wire. Patrick, c'est par The Wire. J'ai eu envie de bicrave. J'ai harcelé des spies pour qu'ils me poussent du shit. Comme Marlo, on enquille les Yankees sont partis et McNulty devient fou. J'suis Marlo Sten, fils ta mère la hyène et McNulty. Je sais, je vieillis pas, on m'appelle Sopra Farel. Ils se prennent pour Barzel, Stringer Bell. Quand ils prennent le micro, j'entends Jingle Donc Bell. là, on voit bien, hein, ça rebondit exactement sur ce que tu disais et sur ce que vous disiez, et aussi Hype. C'est-à-dire que là, on a toutes les générations de rappeurs. On a Booba, on a Koba, on a plein de rappeurs, on a Soprano, qui ont en référence The Wire. Et donc, toi, c'est le rap qui t'a amené à The Wire. Moi, c'est le rap qui m'a amené à The Wire et un article du site L'Abécédaire du son. Ils avaient fait le rap et The Wire, le rap français et The Wire, il me semble. Et je fais, bon, il faut que je regarde cette série, parce que je ne comprends pas c'est quoi cet engouement et tout. Et donc, au début, j'ai eu un peu de mal. Et après, en forçant un peu, bah, ça y est, j'étais piqué. Ouais. T'es un mec de Baltimore. Voilà, pareil. Donc, tu l'as vu sur le tard, alors. Ouais, je l'ai vu sur le tard, ouais. Et je vois mon petit frère qui a 19 ans. Là, on a vu Koba Ladé. Il écoute beaucoup Koba. Et il me disait, mais où est-ce que je peux voir la série? T'as pas des codes OCS et tout? Du coup, je lui ai refilé mes codes. Et là, maintenant, il regarde la série, ouais. Et on est en 2019. Et comment on explique ça, en fait? Comment le rap s'est réattribué The Wire? Je pense qu'au bout d'un moment, t'as vu, c'est comme quand un personnage, il est trop bien écrit, tu vois. Et qu'en plus, la dimension de réel qu'il y a dans ce personnage, elle est presque à 80%. Même si tu le sais pas, tu le sens. En fait, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je pense pas que Koba il sache que le personnage d'Omar il a existé, que c'est vraiment un mec de Baltimore qui a fait ça. Mais en fait, c'est tellement bien fait que ça te frappe en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et que là où tu vois, on est habitué à des personnages qui sont pas trop creusés et tout. Là, je t'ai dit, à la fin, c'est des Mais il y a la intérêts. proximité aussi avec le ghetto américain et le ghetto français, parce que si on prend cet exemple-là, on va dire, par exemple, Les Sopranos, qui est aussi très très poussé, très bien écrit, etc., Ouais. ça n'a pas été autant repris par le rap français. C'est vrai qu'il y a le rap- phénomène d'identification aussi, Voilà. c'est vrai. Le rap américain a beaucoup repris Les Sopranos, mais beaucoup moins le rap français. Et il y a une identification voilà, du rap français au ghetto, à l'image des villes américaines, des jeunes français aussi qui habitent dans les quartiers les plus pauvres, notamment des jeunes qui sont racisés, à ce qui se passe en Amérique, avec quelquefois une vision très idyllique. Et puis en même temps, ce qui est intéressant dans The Wire, c'est que ça montre que c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas manichéen. C'est pas manichéen, et des personnages, par exemple, moi je trouve que le personnage de Stringer Bell, par exemple, est un personnage passionnant, parce que en même temps, c'est un... On peut rappeler qui est Stringer Bell, justement. C'est l'adjoint du C'est le service marketing. Voilà. Du Voilà. dealer. C'est ça. C'est lui qui organise tout le trafic, en fait, sur le quartier, et plus que sur le quartier. Et puis, en même temps, c'est quelqu'un qui fait des cours du études soir. voilà, en cours du soir, qui va à l'université,
tué. Et puis quand il meurt et que les policiers arrivent chez lui, ils trouvent par exemple un bouquin d'Adam Smith qui est un théoricien de l'économie. On peut rappeler qui joue Stringer Bell, je pense. C'est un inconnu à l'époque qui s'appelle Idriss Elba. Oui, qui il était connu. Et finalement, la série, c'est un gros catalyseur. Bien sûr. Parce que entre Dominic West, Idriss Elba, Michael B. Jordan. Michael K. Williams. Michael K. Williams. Et même un tas d'autres acteurs dont on ne connaît pas les noms, mais que, tu sais, finalement, ils ont gratté, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Même le mec qui joue Lester Freeman, tu vois. Daniels aussi, qui la série. Ouais, non, c'est comme tu as dit, c'est un gros catalyseur. Ça a été une rampe de lancement pour il y en a aussi qui sont retombés quand même dans la drogue. Même qui sont morts, je crois. Snoop, par exemple, qui joue une femme qui est chef à un moment donné d'un trafic local. Tragique, qui vient du ghetto. Elle a été arrêtée. Récemment, l'actrice qui joue Kima aussi a été arrêtée. Donc, on voit aussi que c'est des trajectoires qui ne sont pas forcément toutes simples. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces acteurs se sont ensuite engagés à Baltimore ou dans d'autres quartiers, ont créé des associations et se sont engagés auprès des habitants de ces quartiers. Alors ça s'explique, je pense en tout cas, moi j'ai un début d'explication sur l'engagement de certains acteurs, c'est que lors du tournage de The Wire, la production tenait à ce que les gens logent et vivent avec les habitants de Baltimore. C'est ce qui a fait que John C. Reilly n'a pas fait McNulty d'ailleurs, parce que sa femme ne voulait pas. Exactement. Donc c'est quand même important de préciser parce qu'on n'a pas juste des acteurs qui tournent et qui repartent dans les beaux quartiers, etc. Il y a un vrai... pour le coup, une implication, une communion même avec certains habitants. Je crois que Michael K. Williams, il voit Snoop quand il va en club. En fait. Il va dans un club de Baltimore et il la voit et il dit « Ouais, il faut créer un personnage pour elle parce que c'est trop en fait, cette meuf c'est trop ». C'est fou, c'est fou. D'ailleurs, on va écouter Michael K. Williams qui va expliquer comment son rôle a changé sa vie. It was my breakout role, basically. It definitely changed my life, but on a personal level, it kind of grew me up. Up until the Wire, I was just, regular kid off the streets, and the character of Omar thrusted me into the limelight, and I had a very low self-esteem growing up. High need to be accepted. I was a corny kid. In the projects, and so all of a sudden, Omar got, I'm like, getting the respect, from people that would have probably, took my lunch money as a kid. So. Donc là, carrément, il dit que son rôle, ça l'a changé vraiment, même de statut social et même envers lui-même, quoi. C'est tellement novateur aussi, t'as vu, on parle souvent de séries comme de L Word, etc. pour la communauté LGBT, mais dans cette série, on a quand même Kima qui est une fille gay en 2000, frère, lui qui a une carrière gay en 2000, et même, je sais pas si tu vois, Rawls, tu vois. On voit vraiment, c'est furtif, il va dans un bar gay, en fait. Et c'est ça que j'aime bien dans The Wire, c'est que, t'as vu, c'est pas le mec qui fait tomber un truc de sa poche et un gros plan, en fait. C'est à toi aussi de... Tu sais, limite, il faut regarder la série qu'incarnée la première fois que tu la regardes. pour vraiment décoder moi, il faut le le voir truc, 2 fois pour... deux fois, t'es gentil. Ouais, 2 fois, t'es gentil. Tu peux y aller, 4 fois. Franchement, il y a toujours des niveaux de lecture que t'auras pas eu, en fait, à chaque fois. Mais ça, justement, est-ce que... je sais que vous avez quelque chose à dire là-dessus, sur le fait que Omar soit gay. Est-ce que ça a choqué certaines personnes ou, au-delà de choquer, est-ce que ça a mis en interrogation certaines personnes sur le fait que ce soit une Kaira qui soit gay? Oui, bien sûr, ça a mis en interrogation. Moi, quand je l'ai projeté, par exemple, à des jeunes, une de leurs premières réactions, ça a été de dire « mais c'est comme ça », et dans la réalité, c'est comme ça. Et ça les a vraiment effectivement choqués, parce qu'on voit aussi dans la série que par moments, il y a quelques réactions homophobes. Et pour ça, c'est très, très, très réaliste. Et justement, du coup, je trouve que la série, elle fait avancer le débat. Parce qu'elle montre les personnages, sont des personnages complexes, et voilà, qu'il y a du trouble dans le genre, quoi. Donc, et le personnage de Kima aussi est très intéressant. On est très loin du stéréotype. Oui, Snoop aussi. On est très loin des stéréotypes à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de la sexualité, au niveau même de l'éthique et de la morale. Pour Omar, j'en reviens à lui, parce que pour moi, c'est peut-être le personnage le plus complexe et le plus intéressant à analyser. C'est-à-dire qu'il a, malgré le fait que ce soit un gangster, il a une certaine moralité. Qu'est-ce que ça raconte, ça? Tu sais, c'est un peu le descendant de Tony Montana quand il dit « Ouais, je ne tue pas de femme, pas d'enfant dans la voiture », tu vois ce que je veux dire?
Et en fait, c'est cette... Après, il part moins en vrille que Tony Montana, quand même. Ouais, mais en vrai, tu sais, c'est comme dans les vieux films de gangsters français, tu sais, cette espèce de code du gangster, tu sais, fantasmé. Ben voilà, lui, il l'a en vrai et il le met en pratique, quoi qu'il arrive. Et il le dit aussi, ouais. Avec Bunk, a man gotta have a code. Un man doit avoir un code, un homme doit avoir un code, pardon. Et ils sont deux à le dire, c'est Bunk et Omar. Et il y a vraiment ce truc-là, un code d'honneur. Ouais, ce qui est cool, en fait, aussi, tu sais, c'est... Bah, c'est un peu éculé, mais c'est à quel point, en fait, ces gens-là, ils sont proches des flics, en fait, tu vois, dans la mentale, en fait, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu les mêmes destins, d'ailleurs, t'es jamais chez toi. Mais tu reprends, ce que je rebondis sur ce que tu disais juste avant, ça reprend un petit peu les codes aussi, de comment on voyait les flics et les gangsters avant. Ouais, les beaux mecs, tu vois. Voilà, ils avaient un respect mutuel. Tu m'as arrêté, c'est bon, vas-y, bah, viens, tu vois. Et voilà, c'est ça qui est mis en exergue en fait avec son personnage, qui est en vrai super complexe, parce qu'en vrai à la finale ça reste un voleur de dealer en fait aussi. Mais tu vois, c'est spécial aussi de voler les dealers. Tu sais, c'est genre le truc. C'est une sorte de Robin des Bois. Robin des Bois, voilà. Tu vois. Mais criminel. Ouais. Donc, Robin des Bois était un criminel aussi. Désolé de vous spoiler. Mais non, mais clairement, il y a quelque chose de très complexe là-dedans. Et est-ce que justement, j'ai une question vraiment random là-dessus qui me vient à l'esprit. Est-ce que le personnage d'Omar, il a fait des émules aux États-Unis parmi les gangsters? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit, ils volent que les dealers, on va se mettre à voler que des dealers. Vous n'avez pas de réponse à ça? Je ne peux pas répondre. Je sais pas. Après, c'est une activité qui reste quand même risquée. Ouais, quand même. Parce que, OK, il porte pas plainte, mais... D'ailleurs, il le dit. À un moment donné, on lui demande comment il a fait pour vivre toutes ces années. Et il dit, je vis au jour le jour. Quoi. Être gangster, de toute façon, c'est une activité risquée. Donc, Et donc, à l'opposé, on a McNulty aussi, qui est un personnage très important, qui n'est pas du tout un héros, qui est un peu... qui est le flic de l'histoire, on va dire, le flic... Le fil rouge aussi, un peu. Complètement, puisque c'est lui qu'on retrouve dans toutes les saisons. Même s'il n'y a pas de héros, ça reste quand même le fil rouge, tu vois. Ouais, mais c'est vraiment pas un héros pour le coup, parce que, à l'instar par exemple, de Tony Soprano dans un autre rôle, ou de Vic Mackey, pour reprendre un autre flic, c'est un mec qui a beaucoup de démons, quoi. Ouais. Et on a l'impression que ça veut aussi mettre le doigt sur une certaine police moderne aux États-Unis. Le problème de McNulty, je pense, c'est... Les femmes les femmes, déjà, et la bouteille, la bouteille et son ego. Oui. Il y a une expression qu'ils disent beaucoup, les policiers dans la série, c'est « good police ». Lui, c'est vraiment un good police, un très bon policier. Mais comme il le dit, la série commence, l'enquête commence parce qu'il va au tribunal, il voit D'Angelo Barcia se faire acquitter de manière très comique d'ailleurs, avec un témoin acheté. Et en fait, qui change complètement sa version. Exactement. Et en fait, il le dit à un moment dans la série, il fait, mais en fait, j'ai monté cette enquête juste pour prouver que j'étais plus intelligent, pour montrer que le service était, c'était de la merde concrètement, et que voilà, c'était moi le plus intelligent, c'était moi le meilleur. Et c'est ça son problème avec McNulty, c'est qu'il veut toujours montrer qu'il est le Ce qu'il ne réussit pas toujours d'ailleurs. C'est ça. Il a beaucoup d'ego. Il y a un moment dans la série où il est très calme, c'est dans la saison 4, où en gros, il se met avec une femme, il se pose un peu, et il arrête de boire. Ouais. Il arrête un peu, il va faire police dans les bateaux, là. Ouais, il craque, en fait. Ouais. Et il devient tout tranquille, et dès qu'on l'appelle, il dit non, mais il faut qu'on ait besoin de toi, on a besoin de toi pour une enquête. Et là, il vrille complètement, c'est dans la saison 5. Il fait un truc, je ne vais pas spoiler, mais il fait un truc très, d'un point de vue moral, très radical, douteux. à la limite. Et McNulty, c'est ça, en fait. C'est le policier qui veut, en fait, il veut faire avancer les choses, mais il ne respecte pas les règles du jeu, quoi. En fait, c'est un idéaliste. Il aimerait avoir les moyens du FBI. Mais il a les moyens de la police municipale de jouir Josas, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très important ce que tu dis. C'est ça, en fait, tu vois. Et le mec, tu vois, il a le potentiel dans sa tête d'arrêter des trafiquants de fous. Mais au final, en fait, t'as vu, il les met dans une cave poussiéreuse où il est obligé de jouer, tu vois, dans la marche pour arriver à ce qu'il veut. Et en fait, il craque et il en finit à être sur un petit bateau et à patrouiller dans le port. Tu vois et je rebondis sur ce que tu dis, justement, le problème de finances de la police, c'est aussi ça, le problème moderne, c'est qu'on a
justement, on va dire le sous-titre du début de la série, c'est aussi l'avancée technologique. C'est comment la police arrive à se mettre aux moyens des gangsters. Quoi. Ouais. Ça, est-ce que, d'ailleurs, le personnage de McNulty, est-ce qu'il a eu un impact sur des policiers ou sur... Là, je ne peux pas vous répondre non plus. Mais c'est vrai que la question que pose son personnage, c'est le sens qu'il trouve dans son travail, et pas seulement lui, l'ensemble des policiers, celui qui fait ses petits meubles aussi. On voit qu'il y a une difficulté à se réaliser et à se dire qu'on sert à quelque chose, parce que d'abord il y a une série de décisions qui dépendent pas d'eux, parce qu'effectivement ils n'ont pas les moyens. On voit aussi d'ailleurs que la police peut être traversée aussi par des formes de racisme. Quand on voit ce jeune policier qui va casser la figure à un jeune noir, et on voit qu'il y a ces tensions aussi qui traversent la police et qui renvoient à des choses qu'on connaît aussi en France, des problèmes de formation de policiers qui arrivent dans des territoires qu'ils ne connaissent pas et qui ont peur finalement. Et donc comme ils ont peur, ils réagissent de façon très, très violente. Donc ça pose, oui, le problème de la façon dont travaille la police. Mais je trouve que comme personnage de police, le personnage de Kima, quand même, qui est un personnage féminin, un des rares personnages féminins de la série, parce qu'il faut quand même bien dire que je trouve que c'est une des faiblesses de cette série, c'est que les personnages féminins sont beaucoup moins travaillés. Sous-exploités. Ils sont beaucoup plus schématiques. Il y a la mère, qui n'est que dans un rôle de mère, c'est-à-dire on ne sait rien d'autre d'elle si ce n'est que c'est une mère. Le personnage de Kima est peut-être celui qui est un peu plus fin et qui permet d'introduire... Je pense que c'est le seul, d'ailleurs, dans la série, en termes de personnages féminins. Je rebondis sur l'aspect donc, de la police, politique, etc. On a vu Obama qui s'exprime sur The Wire. Est-ce que ça a eu une influence sur les politiques, la politique locale ou globale aux États-Unis, The Wire? Pas que je sache. Il y a eu des réactions de rejet, des responsables politiques en disant Baltimore, ça n'est pas ça. Un refus de voir cette réalité. Mais aucune remise en question, c'est là où je voulais en venir. Non, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait de remise en question. Ce qui est intéressant, en fait, dans The Wire, c'est que ce qu'on voit, tu peux pas y aller. Le mec, le taxi, il ne dépose pas. Si tu vas à Baltimore, il y a des coins, tu vois, tu dis waouh, c'est incroyable, c'est beau, tu vois, c'est luxuriant. Et en fait, ces quartiers-là, tu ne peux pas y aller, en fait, tu ne peux pas rentrer. Et c'est pas que à Baltimore, on a énormément de villes aux États-Unis où il y a des zones de. Là, en France, on a parlé de no-go zones. De no-go zones. Mais on met des gros guillemets. Voilà, de manière tellement rigolote, quoi. Gentil encore. Voilà. Alors qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est avéré aujourd'hui. Et malgré l'alerte que peut être The Wire, pourquoi il n'y a pas une remise en question politique? On voit, l'aspect politique est très très important dans The Wire. Est-ce qu'il schématise pas justement l'aspect politique global des États-Unis? Oui, ce qu'on voit d'abord dans The Wire, c'est qu'il y a un racisme structurel aux États-Unis. La société américaine, elle s'est construite là-dessus quand même, sur la base de l'esclavage, et ensuite sur un racisme très fort, notamment vis-à-vis des African Americans, des Noirs. Et puis ce que dénonce David Simon, c'est une société capitaliste, guidée complètement par le profit, avec des formes d'exploitation qu'il montre bien dans la série. Donc c'est vraiment une dénonciation de la société américaine et de ses inégalités à Baltimore et bien au-delà. Donc effectivement, du coup, c'est un message qu'un certain nombre de gens ne veulent pas entendre. C'est un message fortement politique et parce qui repose sur la réalité. Même, en fait, je pense. Aïb, toi, quand tu vois toutes ces thématiques, etc., est-ce que tu y vois justement un son de cloche différent en France, ou tu vois des similitudes avec... Il y a certaines similitudes, mais après, c'est vrai que c'est tellement différent, même dans comment on est organisé, tu vois, en termes de société. C'est-à-dire, là-bas, c'est très communautaire, tu vois. Ici, déjà, c'est plus social, tu vois. Quand t'es pauvre, alors que là-bas, quand t'es dans un quartier noir, t'es dans un quartier où il n'y a que des noirs, en vrai, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, il y a ça. Après, la ghettoisation est beaucoup plus raciale là-bas que tu vois, et ils sont plus séparés que nous, en fait, tu vois. Et les drogues qu'ils vendent aussi, elles sont beaucoup plus dures, tu vois, c'est beaucoup plus...
T'as vu, en 2019 ou en 2000, c'était rare d'avoir la daronne d'un pote à toi qui est toxicomane à l'héroïne, tu vois, en France, tu vois. Même si ça existait pour nos grands frères, tu vois. Mais après, ça s'est effacé pour laisser place à des produits comme la cocaïne ou cannabis, etc. Alors que là-bas, pour de vrai, tu vois, tous dans leur famille, ils ont un mec qui est mort par OD. Le crack. Ouais, tu vois, entre le crack, l'héroïne, etc. Donc, pour moi, c'est les grosses différences. Et puis, en même temps, il y a beaucoup moins de soutien de l'État, tu vois. Il y a beaucoup moins d'aide, tu vois ce que je veux dire, que nous. C'est transparent, tu le vois dans la série à chaque étage, tu vois. Quand c'est la galère, quand tu vois le petit là qui élève ses frères, tu vois ce que je veux dire. Tu vois que, voilà. On va conclure avec une dernière question qui est peut-être essentielle. Moi, j'ai ma réponse, je l'ai déjà donnée, mais est-ce que The Wire est la meilleure série ? Avant d'avoir vos réponses, j'ai été interroger un des réalisateurs de Breaking Bad, réalisateur du dernier Star Wars et son prochain film à couteau tiré qui est excellent, sort en fin novembre. Et lui, il a réalisé un des meilleurs épisodes de Breaking Bad et peut-être un des meilleurs épisodes de série tout confondu. J'ai posé la question, qu'est-ce qui est le mieux, Breaking Bad ou The Wire ? Oh, they're so different. Yeah, there's no way to choose. I mean, I'm biased because I got to work on Breaking Bad, but it really is. It's the difference between, oh my God, it's the difference between Scarface and, I don't know, Dickens. It's so night and day, you know what I mean? They're both crime shows, but they're so different in their approach. And I think they're both, yeah, I couldn't choose between. That's impossible. But I'm biased because I got to work on Breaking Bad, and the people behind it and the writing and the acting, I have such a deep appreciation for it because I got to see it firsthand. So maybe I'm biased. Donc voilà, donc en gros, le message, c'est que c'est deux séries différentes, Breaking Bad et The Wire, pour pouvoir les comparer. Moi, ma favorite, après je vous laisse parler, c'est Soprano, j'arrive pas à détrôner Soprano. Est-ce que, pour vous, Marie-Hélène, on va commencer, est-ce que The Wire est la meilleure série ? Oui. C'est une réponse assez nette. Pourquoi ? Oui, parce que je trouve que c'est une série qui a un fond social et politique très, très fort, une esthétique aussi voilà, qui est vraiment très, très, très intéressante. Très froide. Ouais, et puis qui arrive comme on l'a dit, à brouiller les cartes un peu sur les personnages. On n'a jamais dans la caricature. Franchement, moi, je regarde pas énormément les séries, mais celle-là, elle m'a totalement emportée. Et oui, je trouve que pour moi, c'est la meilleure série. Abdallah ? Ouais, pareil, pour moi, c'est la meilleure série pour toutes les raisons qu'a énoncé Marie-Hélène. Et aussi, j'ai envie de dire, pour l'aspect comique, même si c'est une série très froide, très réaliste, elle est très drôle aussi. C'est pas des grands gags et tout, mais il y a des moments qui sont vraiment très, 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 très drôles. Ça a accouché de même Internet. C'est ça. Shit, toi, de Clay Davis qui le fait dans tous ses rôles maintenant, j'ai l'impression. Pour la scène de Fogg, tu vois, entre Bank et... donc, ouais, il y a plein de scènes très, très drôles. Et dans The Wire, pour moi, c'est la meilleure série. Pour moi, c'est la série ultime, parce qu'en vrai, ils ont... Je suis minoritaire. Non, mais en vrai, ils ont réuni un cocktail qui est rare. C'est-à-dire que déjà, ils ont réuni des gens qui ont habité sur place pendant des années. Donc en tant que journaliste et l'autre en tant que policier, et plus tard prof. Et donc ça donne pour moi les deux premières saisons qui sont un peu l'autobiographie de la ville, de ce qu'ils ont rencontré durant ces années. Et quand ils ont vu qu'ils voulaient introduire un peu de fantaisie, pas de fantaisie, mais plutôt de la fiction, ils ont ramené Pelecanos dans la salle de Writer's Room, qui est un des plus grands écrivains américains. Ouais. Et pas que lui, hein, ils sont 14 scénaristes, il me semble, ce qui est assez peu pour une série de ce gabarit. Pelecanos, plus Simon, plus Ed Burns, un peu, t'as vu, en fait, pour connaître un truc, à part y habiter pendant des années et se renseigner, il n'y a pas vraiment d'autres moyens, tu vois. Alors, le point commun entre vous tous pour dire que c'est la meilleure série, on en revient à un truc, c'est son réalisme, en fait, est-ce que ça dépend. Moi, ça m'a fait connaître l'Amérique, en vrai, je connaissais rien, je connaissais Rocky, tu vois. Philadelphie, tu vois, que des trucs en surface, tu vois, et quand je suis rentré dedans, en fait, c'est la série qui m'a cassé le rêve américain, limite, je voulais plus y aller, en fait. Tu sais, ça m'a montré, tu sais, quand tu vois les ficelles des derrière, c'est dégueulasse en vrai, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ça m'a montré qu'en fait, l'American Dream qui est survendu, tu vois, surtout aux gosses de notre époque, moi, tu vois, je suis né dans les années 80 et on te montre ça comme un rêve, tu vois. Bah, finalement, en vrai, c'était 5 h du mat quand t'allumes les lumières en boîte et que tu vois le vrai visage de ta Alors, je n'ai pas cette expérience, mais je pense qu'on va conclure là-dessus. En 97. Non. Donc, merci beaucoup pour cette émission. Merci pour l'invitation. Et c'était un vrai plaisir. Et bon, bah voilà, pour nos invités, The Wire, c'est la série ultime. Et pour beaucoup d'entre vous également. Mais pour moi, ça reste Soprano. À très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la légende.